Alors, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Et c'est un problème parce qu'en temps comme ça, c'est à moi la faute de l'avoir proposé en fait, donc ce n'est pas votre faute, mais c'est un peu comme disait Antonio Gramsci, bref réflexion sur l'univers. Donc c'est un peu compliqué. Heureusement, j'ai un peu plus de temps pour essayer de répondre effectivement à cette question, que c'est une question que je me pose depuis longtemps. Ça fait plus qu'un quart de siècle que je m'occupe des musulmans en Europe. Et donc, je commence par une réflexion qui vient de réflexions sur l'immigration et qui inclut l'islam. En Europe, on a vécu dans les dernières décades, si on peut dire, une série de changements à niveau économique, social, culturel, politique, religieux, qui sont partis des flux migratoires. Alors, une somme de changements quantitatifs fait un changement qualitatif. C'est autre chose. Ce n'est pas seulement qu'il y a un peu plus d'étrangers, un peu plus de travail, un peu plus de produits en terre lourde qui est produit par les immigrés, un peu plus d'immigrés en prison, un peu plus de religion autour de nous. C'est un changement qualitatif, ça veut dire que notre société a changé. C'est compliqué de trouver le moment où le changement s'est passé. Je ferai deux parallèles. C'est comme pour mesurer la pollution. Non? Il y a des échelles. Alors, il y a plus de plomb dans l'air, comme ça. Mais à un certain moment, on dit plus, il y a plus de pollution. On dit, il faut changer les règles de trafic, il faut pousser pour le trafic public, il faut pour le transport public, etc. On cherche déjà des solutions parce qu'on s'aperçoit que quelque chose a changé dramatiquement. Comme je ne veux pas comparer les immigrés ou les musulmans à la pollution, je ferai un autre exemple positif. Quand on est amoureux, ce n'est pas simplement que j'ai un peu plus de sympathie pour ma femme ou la personne que j'aime. Je change complètement mes échelles de valeurs, mon utilisation du temps, etc. C'est un changement complet. Bon, c'est cette société-là où on est, mais je ne crois pas qu'on a on s'aperçoit que le changement était si fort. Donc, je parlerai d'islam au pluriel. Au pluriel, à cause du fait que, bon, comme disait quelqu'un, Monsieur Islam n'existe pas, et il y en a plusieurs, il y a aussi Madame Islam et il y a le fils. Donc, les provenances sont géographiquement très différenciées. Le background culturel, etc., est très différencié. Il y a des autochtones désormais, deuxième, troisième génération convertis et des immigrés, néo-immigrés qui continuent à arriver. Il y a des citoyennes et des non-citoyens, ça fait la différence. Dans différents pays, il y a des situations très différentes. En France, ils sont plutôt citoyens, en Italie, ils ne sont pas. Il y a des différences de genre, évidemment, d'idées de gender relation. Il y a de nouvelles générations dont on parle beaucoup. Et il y a des vieilles dont on ne parle jamais. Et donc, il y a évidemment les différences sunnites, chiites, ismaélites, tout ce que vous voulez. Et il y a des processus. Il y a, selon moi, on peut faire un parallèle entre le changement de citation qualitative et les digital divide, si vous voulez. Non, pas le digital divide. On dit souvent qu'à propos du digital, il y a, je ne sais pas comment on dit en français, ceux qui sont nés digital et ceux qui sont des immigrés digital. Moi, je suis un immigré digital. J'ai appris le digital dans ma vie. Mon fils qui a 10 ans et qui me prend toujours mon iPad, c'est un natif digital. Vous savez quelle est la différence? C'est que les natifs digitales ne lisent pas les instructions. Nous, oui.
Quand on achète un nouveau téléphone, on a besoin d'instructions. Eux n'ont pas besoin. Bon, c'est la même chose pour le pluralisme culturel, ça c'est sérieux. Nous, on est des immigrés digitales, nos fils sont des natifs de la pluralité culturelle. C'est normal. Mon fils, le même, qui va à l'école anglaise, qui a des amis de différentes races, religions, etc. C'est très normal, la pluralité. Ce n'est pas un problème. Quand il s'est fâché avec son copain en sortant de l'école, il m'a dit « celui, il est tellement méchant. » Et je lui ai demandé « c'est qui, lui ?» Et celui-là avec le pullover rouge. Et je le regarde, il était noir. Donc, moi, j'aurais dit le noir à son âge. Pour lui, c'était celui-là avec le pullover rouge. Donc, juste pour comprendre le changement. Il y a des différences entre l'Europe méditerranéenne, dans laquelle je n'inclus pas la France, vous me pardonnerez, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, parce que nous, on était des pays d'émigration et on est retourné des pays d'émigration maintenant. Et donc, la présence immigrée et musulmane est beaucoup plus récente, et encore essentiellement de première génération. Et l'Europe du centre et du nord, qui a reçu des immigrés bien avant, des générations avant. Et il y a des différences entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Alors, à l'Est, il y a un islam autochtone, c'est plutôt une minorité linguistique qu'une minorité religieuse, reconnue avec ses représentants, ses écoles, ses parlementaires, etc. Il n'y a pas le débat qu'il y a ici sur l'islam. Donc, et aussi, il y a des processus d'inclusion et d'adaptation très forts. Pensez à l'école. On y pense moins souvent au juridique. Les politiques changent très rapidement, les maires changent très rapidement, soit les politics que les policies changent à propos des musulmans rapidement. Pensez à l'Autriche, pensez aux Pays-Bas. Changer complètement à 180 degrés les politiques sur l'islam. Mais la loi ne change pas si vite. Et en tout cas, il y a un juge à Berlin, il y a les cours constitutionnelles, il y a les tribunaux qui disent que des choses qu'on décide, que la politique décide, ne sont pas correctes à propos. Par nos propres principes constitutifs. Le cas du Burkini en était un exemple récent chez vous. Donc, heureusement qu'il y a des juges. Et pour nous rappeler nos principes, pas les principes d'autres, il y a des processus d'inclusion qui concernent aussi le lieu de la mixité, les cafés, le théâtre, le sport, la musique, les amitiés mixtes et les mariages mixtes, qui souvent produisent un paradoxe. Alors, comme les orthodoxies sont contraires, soit la catholique, soit la musulmane par exemple, les résultats qu'on produit des couples qui ne peuvent pas se marier religieusement, qu'on produise des couples empêchés, si vous voulez, et ça s'est produit par la clôture par rapport à la mixité. Mais la mixité est très forte. Il y a des villes, ici en France, en Italie même, où il y a un quart des mariages nouveaux sont des mariages mixtes. On ne peut pas négliger. La mixité en soi, c'est un changement qualitatif radical de la société. Et il y a des processus d'adaptation culturelle. Je fais souvent l'exemple d'imaginer des frères marocains qui partent du même village du Rif. Un va vivre à Stockholm et un je reste dans le stéréotype, à Naples. Dans quel cas il y a plus de probabilité qu'il va payer les billets du transport public, selon vous? C'est les mêmes personnes, même éducation. Donc le rôle du contexte est crucial. Le rôle du contexte, on l'oublie toujours. Souvent, il devient comme nous, donc ça dépend. Il prend aussi les mêmes défauts.
par exemple par rapport à la politique, ils ont le même taux de participation à la politique, en baisse continue. Non, il n'y a pas encore de réponse à la fin. Ça. Et donc, il faut le tenir dans la tête, si vous voulez. Et il y a des conflits internes, il y a des conflits entre communautés religieuses, laïques, etc. Et il y a des conflits internes aux communautés qui sont souvent beaucoup plus forts. Quand je fais des conférences dans les milieux catholiques ou dans les milieux musulmans, je mesure des conflits internes entre les ouverts et les fermés, si vous voulez, en gros, très très forts. Et souvent, les fermés de différentes communautés sont très semblables entre eux, et les ouverts de différentes communautés sont très semblables entre eux. Donc, à propos de pluralité, hein. D'un côté, la grammaire religieuse qu'on partage peut aider à se comprendre. Un catholique peut comprendre qu'est-ce que c'est le jeûne, la prière, etc. Un athée, beaucoup moins. Donc, on peut comprendre le processus. Et il y a des différenciations, évidemment, à propos de l'islam en soi est devenu un objet de discussion dans l'espace public. Donc, si je dois résumer en une phrase ce long processus, duquel je vais donner seulement une brève esquisse, c'est, du point de vue de l'observateur extérieur, on dirait, est-ce que les musulmans sont intégrés en Europe? Je dirais, il y a des processus d'intégration substantielle, mais des perceptions conflictuelles. Donc, on va voir les perceptions. Pas les caractéristiques, on passe au deuxième volet. Alors moi je suis sociologue, en sociologie qui n'est pas, on le sait, une science exacte. Moi je pense même que c'est une espèce de, c'est un type de littérature si vous voulez. Et on recueille l'histoire des autres et on les raconte les histoires des autres en lui donnant un sens différent du protagoniste. Donc, en gros, c'est ça mon métier. Et il y a une seule chose qu'on considère théorème, on dit théorème en français, c'est le théorème de Thomas. On l'étudie la première année, au premier examen de sociologie à l'université. Qu'est-ce qu'il dit? Si une chose est perçue comme réelle, elle sera réelle dans ses conséquences. Ma traduction, n'importe pas qu'une chose soit vraie, mais si on croit qu'elle est vraie, elle produira des effets réels. Ultérieure traduction, en tant que sociologue, j'ai des problèmes avec les mots vérité, donc j'utilise les mots réalité empirique. La réalité empirique n'a aucune importance. C'est la perception qui compte. La perception des processus. N'importe pas que les musulmans soient mauvais et méchants, mais si je pense qu'ils sont comme ça marche. C'est la seule chose qui marche dans le microcosme et dans le macrocosme. Si on parle de rapports entre mari et femme ou de conflits géopolitiques globaux, ça marche toujours. C'est une loi. Dans ce sens-là, une loi interprétative. Et imaginez, justement, c'est toujours, je peux le dire parce que ma femme est pas là en ce moment, donc, mais j'ai un rapport avec l'image que j'ai de lui, ce que je crois qu'elle est. Justement, quand les rapports finissent, normalement, comment je peux croire qu'elle était comme ça ou que lui, il était comme ça? Justement, parce qu'on a un rapport avec l'image de l'autre. L'image de l'autre. Donc, en tant que sociologue, je m'occupe, problème, et pour moi, solution, je ne m'occupe pas d'islam, je m'occupe des musulmans. C'est une chose très, très différente. En italien, je dis l'islam di carta, de papier, et l'islam di carne, de chair. C'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que je dis,
à propos que je peux être intellectuellement très d'accord avec ce qu'a dit Georges Corb, par exemple, sur la question de la moratoire sur la discussion sur les religieuses, sauf qu'on ne peut pas la faire. La preuve, c'est vous, d'ailleurs. Vous n'êtes pas d'accord. Vous parlez continuellement du religieux. Donc, intellectuellement, oui, on peut l'imaginer. Mais... alors, je m'occupe de musulmans. Pourquoi j'insiste sur cette différence? Parce qu'on a une tendance très forte à réifier l'islam, même dans les débats dans ces jours, quelquefois. L'islam, c'est ça. Lequel? Parce qu'ils sont des personnes, ne sont pas des concepts ou des abstractions. C'est comme l'approche orientaliste classique. Moi, je viens d'une tradition orientaliste, Francesco Gabrieli, très connu. Les croisades vues par les Arabes, etc. Bon, Francesco Gabrieli disait, moi, j'étudie les musulmans comme un entomologue étudie les insectes. Mais c'est encore très diffusé. Pensez au débat journalistique, médiatique, politique, théologique sur l'islam. Souvent, c'est un peu comme ça. Et aussi de la part des musulmans, d'ailleurs. C'est très diffusé, c'est partagé. Alors, j'essaie de passer au niveau des musulmans. Et il y a un avantage, parce que l'islam, par exemple, ne peut pas répondre à des questions. Les musulmans, oui. Je pose une question, ils me répondent, d'une façon ou de l'autre. Même en ne répondant pas. À l'islam, je ne peux pas poser de questions. Ou en tout cas, je ne recevrai jamais de réponse. Donc. Et il y a une autre question, que l'islam est abstrait et statique, et les musulmans sont dynamiques. Je retournerai là-dessus. L'islam est rigide, les musulmans sont flexibles. Oh, comment sont-ils flexibles? Comme nous. Et l'islam est ou peut être interprété comme univoque. Et les musulmans, ce sont une cacophonie de voix dissidentes entre l'un et l'autre. Donc, les musulmans. Comment comprenons-nous les musulmans? Selon moi, il y a un problème qui est lié au fait que quand on parle de musulmans, c'est parce qu'il y a un conflit. C'est normal souvent. Mais moi, je l'appelle des accidents herméneutiques, si vous voulez. Si on parle d'islam, c'est parce qu'il y a un conflit. Je pourrais faire une longue liste, évidemment. D'ailleurs, le mot arabe le plus connu par les non-musulmans, c'est jihad. Ce n'est pas un hasard, évidemment. Et, si vous voulez, les voiles, les hijabs, les burkinis, les piscines, les niqabs, les burkas, les minarets, les mosquées, l'utilisation de l'arabe pendant la khutba, les statuts des imams, leur formation, les écoles coraniques, l'abattage rituel, le halal, le sacrifice, le ramadan, les cochons, l'alcool, les tribunaux charaïtes, la polygamie, les mariages forcés, les délits d'honneur, les mariages mixtes, les conversions féminines, les mutilations génitales féminines, l'infibulation, Charlie Hebdo, la censure, la tolérance, l'homosexualité, et évidemment le terrorisme, le radicalisme, la violence. Quand on parle d'islam, c'est à cause de ça. Donc de l'islam, des musulmans normal, on parle très rarement. Donc on a l'impression que l'islam est conflictuel en soi. Peut-être qu'il l'est, peut-être il faut nuancer un peu. Je vous dis simplement, si je résume toutes ces motivations en 3 volets principaux, en premier, c'est lié aux questions de genre, du corps, le corps de la femme notamment, mais aussi le burkini et l'homosexualité, donc sexualité et corps. Deuxième question, c'est plutôt le rapport entre religion et politique, donc de l'exégèse aux foreign fighters, le rôle des mosquées, etc. Et le troisième volet, c'est la visibilité dans l'espace public, les voiles, les minarets,
Bon, si vous prenez ces 3 questions, sont exactement les questions qui sont toujours au cœur de la société, des sociétés occidentales, et pas résolues. On a trouvé un équilibre post-westphalien, si vous voulez, sur ces 3 choses, mais ce sont encore des choses qui font discuter, même si les musulmans n'existeraient pas. Il y a encore un problème. Peut-être en France, même un peu plus, surtout sur la question de visibilité et rapport avec les politiques, vu que j'espère que personne ne se fâchera pas. Mais vu de l'extérieur, on a souvent l'impression que la laïcité est une espèce de religion d'État, donc, et qui agit en tant que telle dans l'espace public. Donc avec plus de pouvoir, parce qu'il a le monopole de la force légitime, comme le disait Weber. Mais dans tous les autres pays, il y a le même problème, en tout cas. Différentes nuances, mais question d'équilibre. Et donc, accident herméneutique, l'islam comme conflit, la peur. Delumeau, dans son livre sur la peur en Occident, consacre un chapitre à l'islam, justement. Pas seulement la stragonerie ou De furore turcorum libera nos domine, les croisades, etc. Mais en tant que sociologue, je vous dirais qu'il y a un rôle positif du conflit. Je n'ai pas une idée négative du conflit, tout au contraire. La vie est conflit. La vie familiale, j'imaginais. Je ne connais pas de famille sans conflit, vous en connaissez? Mais si elles déclarent qu'ils n'ont pas de conflit, 2 réponses, soit ils mentent, soit quelqu'un là-dedans est très malheureux. Et la chose va éclater à un moment ou l'autre. Mais c'est la même chose pour la vie sociale. Les conflits dans le monde du travail, les conflits politiques, les partis sont justement une part, représentent une part. Et le conflit donc est positif. Et le conflit, c'est aussi le conflit à propos des musulmans et de l'islam, c'est aussi le mode que nous avons pour déglutir l'islam, en quelque sorte. Oui, le digérer. On les rumine et après on les digère. Mais le problème des conflits, c'est qu'on a souvent une idée d'une espèce d'exceptionnalisme islamique. Les musulmans sont toujours un cas exceptionnel, ils ne sont pas normaux. Donc, par exemple, il faut gérer les questions de l'islam exceptionnellement. Il faut faire une fondation pour l'islam de France gérée par un non-musulman. Imaginez si l'on veut dire sur les juifs ou les catholiques. On met Welbeck à digérer la fondation sur le catholicisme. Le financement des mosquées, c'est nous qui les gérons, ce n'est pas eux. Les juifs, non. Les catholiques, non. Les témoins de Jéhovah, non. Mais les musulmans, oui. Alors, je peux comprendre ça. Mais le terrorisme vient de l'islam en ce moment-ci. C'est sûr, c'est évident. Donc, justement, on a peur. Mais cette tendance, ça a commencé avant le 11 septembre, pas après. Donc, ce n'est pas seulement une réaction au terrorisme. C'est quelque chose de plus profond. Et je pourrais donner les données sur ça. Et donc, il y a aussi le risque, d'application sélective de la loi, quelquefois. Et l'idée que c'est les majorités qui règlent les droits des minorités. Et là, j'ai un problème, franchement. L'idée qu'on pose souvent, il faut faire un référendum sur la mosquée. Mais on est fou. Est-ce que les majorités ont le droit de décider sur les droits fondamentaux des minorités? Évidemment, non. C'est plus l'Occident. C'est plus la civilité juridique. C'est autre chose. Tendance. Alors, la question principale est celle-là, selon moi. Il faut comprendre l'islam dans sa pluralité. Moi, je le nomme avec 2 noms que je prends de la tradition islamique. L'islam en Europe est, je vous dis les mots et après je les explique, il est méccan et il est ummique.
si vous voulez, je l'ai inventé. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Il est mécant dans le sens qui... Mécant de Mecca, je m'explique. Mais quoi? Oh, merci. En anglais, c'est mécan, c'est pour ça. Il est mécois, pas méchant. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, vous le savez, l'islam n'est pas avec la naissance de Mohammed, pas avec de Mohammed, pas avec le début de sa prédication. La naissance de l'islam, c'est les musulmans que nous l'avons dit, c'est le hijra. Quand une petite minorité de gens qui, en termes modernes, je dirais, n'étaient pas trop bien considérés par la presse, et une secte, si vous voulez, minoritaire, deux mecs va à Yatrib, qui deviendra Médina, et là devient religion d'État en termes modernes. Alors, et toute la construction et l'interprétation islamique que nous aussi utilisons comme outil, mais les musulmans aussi utilisent comme outil interprétatif, vient de là, est médinoise. Petit problème, les musulmans qui sont en Europe, dans certains points de vue, ont fait le chemin à rebours. Ils sont allés de Médine, d'États musulmans, à Mecque, des États où l'islam est une minorité, entre autres, dans un contexte sécularisé, pluriel, laïque, tout ce que vous voulez. Donc, eux aussi doivent inventer de nouvelles interprétations, mais nous aussi. On utilise toujours les textes, oui, mais les textes concernent, même je pensais à rapport avec les minorités, la protection, non? Des juifs et des chrétiens, les gens du livre, les al-kitab, les dhimmis. Ici, les dhimmis, c'est eux. On ne peut pas utiliser les mêmes outils interprétatifs. Et ça, c'est intéressant. Parce que produit tout l'effort extraordinaire de produire un nouveau fiqh, un fiqh de minorité. L'European Council for Fatwa Research, le penseur, Tarek Brou, Tarek Ramadan et milliers d'autres, mais même les petits chefs d'association font la même chose. C'est une espèce d'ijtihad naturel. Les portes de l'ijtihad sont réouvertes, mais sont très ouvertes. Ce sont comme ça, les portes de l'ijtihad. On peut entrer et sortir continuellement, et on le fait. Les musulmans le font. Sauf que ça se passe avant à niveau d'orthopraxie, après au niveau d'orthodoxie. On change le comportement, après on réfléchit là-dessus. Que c'est normal, d'ailleurs. Et l'autre question, je dis donc, et à propos de ça, juste en situation, il y a toute cette pluralité interne. Donc, quand je dis ummique, dans ce sens, la Oumma. La Oumma, ça se reproduit ici beaucoup plus que dans les pays d'origine. Si j'habite au Caire et je vais dans une mosquée, je retrouve plus ou moins des gens qui pensent avec moi, qui se vêtent avec moi. Mais si moi, de Caire, je vais à Munich le jour après, je vais à une mosquée ou à Lyon, je trouve des gens de 50 pays différents qui fêtent l'Aïd dans des jours différents, qui font comment ça s'appelle je ne me rappelle plus en français, mais l'opération aux enfants, oui, merci, la circoncision, à un âge complètement différent, qui ont différentes conceptions de rôle de genre, etc. Donc c'est très pluriel. Et la pluralité est en soi un formidable multiplicateur de production de nouvelles cultures, nouvelles réflexions. En soi, c'est un fait structurel de la pluralité. Il y a des mixités, toutes ces choses-là. Et ça complique énormément les interprétations, mais heureusement,
Pensez à la question des madab, non, des écoles juridiques, les Anafi, les Ambali. Allez, entrez dans la mosquée de Lyon. C'est quelle école dominante? Quelqu'un le sait? On ne peut pas le savoir, ça n'existe pas. Comme disait, une fois j'ai interviewé un intellectuel d'origine yéménite qui était né en Afrique noire et qui vit toujours à Londres. Il m'a dit, on parlait de différentes choses, il m'a dit, ah bon, moi je suis chafite, mais je dois suivre l'école dominante ici, que c'est l'anafite. Mais personnellement, pour ce qui concerne les âges, moi je suis anafite, mais pour le djihad, je suis malikite. Et pour la concession des minorités, je suis ambalite. Bon, ça veut dire que c'est un bricolage très intéressant. C'est une nouvelle culture islamique des minorités, rien moins que ça. Extraordinaire. Et donc, ceux qui sont familiers au concept de supermarché de religion do it yourself, etc., c'est très moderne. C'est très moderne, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Donc, c'est la 5e école juridique, celle des minorités, en fait. C'est eux qui le disent. Et c'est très, très visible ce processus dans la définition d'Europe qu'eux, ils ont. Nous, on commence toujours la discussion, oui, Dar al-Harb, Dar al-Islam. Elle est morte, cette définition, elle est morte. Jamais non, mais très rarement entendu des musulmans décrire l'Europe en termes de cette dichotomie. Plutôt, ils ont inventé autre chose, le Dar al-Kufr. Avant tout, des penseurs musulmans comme Saïd Qutb ont commencé à dire que les pays musulmans, ce n'est pas Dar al-Islam. Et en plus, tout a changé de l'autre côté. Dar al-Kufr, Dar al-Hijra, Dar al-Shahada, comme dit Tariq Ramadan, ou simplement Dar al-Islam, comme l'a dit Ghanouchi tant qu'il vivait à Londres. Alors, c'est autre chose. Et c'est pour ça, selon moi, qu'il se passe des processus comme la croissante halalisation de l'islam. Manger halal, se marier halal, qui ça n'a aucun sens du point de vue doctrinaire, mais on utilise les mots. C'est halaliser, c'est rebâtir ici la frontière identitaire et culturelle. Et souvent, ce sont les plus tièdes qui ont besoin de ça. Ce n'est pas ceux qui vont à la mosquée 5 fois par jour qui ont besoin, sont très stricts sur les hôtels halal. Ce sont ceux qui n'y vont pas, qui substituent un peu ça. Et encore, c'est dans l'orthopraxie que ça se passe. Et la réflexion arrive toujours après le sentiment et l'action. Je sais que c'est un problème de le dire en France, mais il faut oublier Descartes. Cogito ergo sum. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas dans la vie réelle. Personne de nous pense et après, et alors il est. Nous sommes. Et des fois, nous pensons. Des fois seulement. Et nous changeons nos pratiques, et des fois, et après, les théologies changent. Mais après, comme dans l'Église catholique d'ailleurs. Les comportements changent avant la théologie. La théologie suit. Quelques décennies, si on est optimiste après les changements. Et donc, qu'est-ce que ça se passe parmi les musulmans? Ils demandent une connaissance différente de l'islam, une interprétation différente de l'islam. En gros, je divise les musulmans en Europe en 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui veulent simplement s'intégrer. N'importe où, n'importe comment, n'importe de quelle façon. OK? Donc, ils n'ont pas besoin d'une école juridique nouvelle, ils ne s'intéressent pas, ils s'en foutent, en gros. Il y a une partie qui n'a pas besoin de nouvelles interprétations, parce qu'il reste dans la tradition. Il applique la tradition dans un nouveau contexte, sauf le petit problème que ça ne marche pas. On invite les imams du pays, pas du pays d'origine, du village d'origine. Le résultat, qu'il n'y a plus de jeunes dans la mosquée parce qu'ils ne comprennent rien. Ça ne comprend pas. Non, pas seulement ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas le même langage. Ils sont clos, ils s'enferment dans leur communauté, etc. Oui. Et puis, il y a un troisième
qui c'est ceux qui font l'effort d'ijtihad d'inventer une nouvelle théologie. Et parmi eux, ça c'est le phénomène moderne, d'où la pluralité, etc. Désolé, parmi eux, il y a les innovateurs, progressistes, etc. Et il y a les djihadistes. C'est une nouvelle interprétation, contraire à la tradition. C'est une nouveauté, en quelque sorte. Bon, je vais un peu plus vite que prévu. Donc, il y a aussi un rôle des sociétés dites d'accueil, parce qu'il y a cette division en 3 groupes. Il y a aussi la même division à l'intérieur de nos sociétés. Et il y a ceux qui acceptent que le monde a changé, qu'il y a les immigrés, il y a une pluralité religieuse, il y a l'islam. Ils ne sont pas nécessairement enthousiastes. Il y a les enthousiastes. Il y a ceux qui gagnent quelque chose par rapport à ça, qui jouent leur double connexion, par exemple, dans l'entreprise, import-export, ce que vous voulez, production intellectuelle. Mais en général, on accepte la pluralité. Beaucoup de gens l'acceptent sans y penser vraiment, mais ok, c'est comme ça. Il n'y a plus de restaurants français, il y a des restaurants chinois à la place. Vabbè, pas mal. Des fois, je mange chinois, c'est pas grave. Et comme ça, j'écoute de la musique afro, etc. Deuxième groupe, les identités, ce que j'appelle les identités réactives. C'est quoi les identités réactives? C'est ceux qui réagissent au changement identitairement. La pléthore de gens qui sont devenus chrétiens depuis qu'il y a les musulmans. En Italie, Oriana Fallaci, la Ligue Nord, tous les partis qui se réclament d'extrême droite, qu'en Allemagne, en France, en Italie, se réclament en Angleterre de la tradition chrétienne, ils ne vont pas à la messe, ils ne sont pas chrétiens. En Italie, la Ligue, ils font le mariage celtique entre eux, mais distribuent les crucifix par la rue. Ils ne les prient pas, mais on les distribue. Ce type d'identité réactive, on le trouve à l'intérieur des communautés musulmanes aussi. Se renferme dans les communautés, on renvoie la petite fille au pays d'origine quand elle a 13 ans et on met le voile qu'on ne mettait pas avant, etc. Et la troisième tendance, donc cette tendance-ci est ultra majoritaire dans les médias et la politique, donc dans le discours public. Je ne crois pas que c'est la majorité dans les populations, mais c'est la majorité dans le débat public. Et puis, il y a les identités proactives qui, à cause de la pluralité, font quelque chose. Se mêlent, par exemple, la mixité, le métissage, etc. Ou activent des actions de dialogue interreligieux, par exemple. Dernier mot, très rapide à ce point-là, les transformations. Si moi, je devais, après un quart de siècle que j'étudie les musulmans en Europe, si on me demandait quel est le mot que vous utiliserez pour interpréter l'évolution de l'islam en Europe, moi j'utiliserais le mot transformation, changement. Tout est en mouvement, mais hyper rapide, il faut le suivre de très près pour le comprendre. Et ce qu'on ne fait pas normalement. Et ça produit quoi? Évidemment, il y a trois choses qui se passent. Il y a des rencontres, il y a des clashs de civilisations ou d'autres, il y a des conflits et il y a des feedbacks réciproques qu'on se donne. Le processus est extrêmement complexe. Moi, je dirais car la situation est complexe. En plus, nos sociétés sont à l'intérieur d'un changement énorme, passé aux innovations technologiques, à la globalisation, etc. Petit excursus d'une minute sur ISIS, Daesh, etc. Moi, j'ai passé les dernières années à m'occuper du pire, à voir des vidéos que je ne gère pas, étudier les biographies de foreign fighters qui sont partis d'Italie pour etc. Et bon, le plus je les étudie, le plus je déislamise la question. C'est quoi qui attrait? La violence. La violence a une fascination extrême. Il faut relire
La violence et le sacré de Girard. Il faut relire Hillman, A Terrible Love for War, je ne sais pas s'il est traduit en français. Il faut relire toutes ces choses-là. Après, après Bataclan, j'ai passé 2 semaines en répondant à interviews, participation, débat, télé, etc. À un certain moment, je me suis dit, j'ai rentré d'une conférence un soir, je conduisais, je me suis dit, si quelqu'un me demandait de lire un livre sur ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quel livre je suggérerais? C'est Le démon de Dostoïevski. Ce n'est pas un livre sur l'islam contemporain. C'est beaucoup plus utile parce qu'il y a toute cette fascination de la violence, du nihilisme. Les révolutions sont des événements moraux. Petite citation. La vertu sans laquelle le terreur est destructif. Le terreur sans laquelle la vertu est impotente. La terreur, c'est la seule justice prompte, sévère, inflexible, parce que c'est l'émanation de la vertu. C'est pas Abou Bakr al-Baghdadi, c'est Maximilien Robespierre. C'est la même chose. Ça pourrait être al-Baghdadi. En fait, c'est pas. On a les transcriptions de discussions au téléphone entre les djihadistes. Quelqu'un qui dit je m'en fous du Coran. Ce qui m'intéresse, c'est le djihad. Je m'en fous du Coran. Je m'en fous. C'est un peu fort quand même pour un supposé musulman. C'est vrai, c'est évident que c'est religieux. C'est une religion utilisée comme idéologie. Mais au fond, si on suit le parcours biographique de ces gens-là, que le jour avant étaient chez une pute à boire et le jour après, dans un mois, ils ont un bar comme ça, ils meurent en Syrie. Parce qu'ils trouvent du sens de l'ordre et de la séduction. Et je n'ai pas le temps d'insister sur ça. Du sens à la vie, de l'ordre, c'est clair, le bon et le mal, le méchant. D'ailleurs, en langue éditoriale dans Dabiq, la revue d'Isis, c'était The Extinction of the Grey Zone, l'extinction de la zone grise. Il y a nous et le monde, le bien et le mal. C'était tout ce qui nous plaît dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est tout ce qui nous plaît. Nous, on est les bons. Hein. C'est Pol Pot, c'est la révolution culturelle de Mao. C'est évidemment un sauce islamique, si on peut dire ça. Le goût de l'aventure. Toute autre chose que... Moi, je me dis souvent, si les Brigades Rouges en Italie avaient un petit État, combien de gens en plus seraient partis pour combattre là-bas? Parce que on est en train d'étudier dans mon département l'ISIS comme un brand, comme une marque efficace, séductive, qui marche. Donc, je passe sur ça et je vais au final. Alors, je crois que les discussions sur les musulmans, les burkinis, les minarets, etc., en fait, c'est une espèce de substitut discursif ou en termes psychanalytiques d'objet transitionnel. C'est quoi l'objet transitionnel? On a besoin de tendresse et on mange du chocolat. C'est la couverture de l'anus. Ça, c'est l'objet transitionnel. Moi, j'ai l'impression que les discussions sur la laïcité, c'est le substitut discursif sur l'islam. Mais aussi, l'islam, c'est le substitut discursif et l'objet transitionnel pour signifier société plurielle. Tout ce qui a changé et que personne ne nous a expliqué. On n'est plus dans la même situation d'il y a 20 ans, mais personne ne nous a dit. Tout change, on parle d'islam. C'est pour de bonnes raisons. Statistiquement, est plus important que d'autres minorités et pose des problèmes très, très sérieux, évidemment, la violence, les genres, etc. Mais pour répondre, là, oui, à la question, si je dois dire en bref, oui, comme la présence de l'islam en Europe est définitive et irréversible, oui, il est en train de devenir, il était islam en Europe, il a commencé à devenir islam d'Europe, il est en train de devenir simplement
l'islam d'Europe, si vous voulez, la partie européenne de la Oumma. Ça peut ne plaire pas, mais ça existe. Et sauf que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. L'intégration, c'est comme un mariage, il faut être en deux. Ce n'est pas seulement eux qui doivent s'intégrer, c'est notre volonté que ça change. Et alors, ce n'est pas une photo, l'islam, une photo prise à la Mecque, une photo prétendue de Mahomet, une photo prise dans les pays d'origine. C'est une vidéo, c'est un film qui peut changer selon nos réactions. Donc, rien n'est encore décrit de ce point de vue-là. Et je m'arrête là. Merci.